Hey! Salut bande de binous! Salut JV. Si je vous dis que la bière a joué un rôle ultra important au tout début de l'histoire des États-Unis, vous me prenez pour un fou ou ça passe? Ah, je crois que je vois de quoi tu veux parler. Ben, je sais que tu sais, couillon. Accrochez-vous à votre slip, on repart 400 ans en arrière à bord du Mayflower. C'est parti! Alors, faut poser le contexte quand même. Grosso merdo, en Angleterre vers 1600, il y a Jacques Ier qui devient roi et qui va changer pas mal de trucs niveau religion. Il y a ce qu'on appelle l'église anglicane, qui est une sorte de mix entre catholiques et protestants pour que tout le monde soit content. Comme on dit, le cul entre deux chaises n'a jamais mis personne à l'aise, et au final, c'est le bordel. Au bout d'un moment, les puritains, qui sont en fait des catholiques protestants réactionnaires pieux et amoureux de Jésus, en ont un peu marre de ce contexte pourri et de se faire persécuter. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils décident de prendre leur clic et leur claque et de se barrer à 5000 km de là, en traversant l'Atlantique Nord, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent dans leur coin et sans que personne ne les emmerde. Voilà, j'ai fait rapide. Rapide et efficace. Donc ni une ni deux, ils se barrent sur le Mayflower et son équipage en 1620 pour fonder la première colonie puritaine sur le Nouveau Monde. Ces gars-là se considéraient juste comme des dissidents de l'église anglicane qu'ils voulaient purifier. Mais au final, aujourd'hui, on les connaît plus sous le nom de pères pèlerins, ou en anglais, Pilgrim Fathers. Une fois à bord, les 41 chefs de famille signent le Mayflower Compact sans demander leur avis aux femmes. Ce document de macho man est plein de testostérone et de foi chrétienne et sera quand même la base de la Constitution américaine. Rien que ça. Pour la petite histoire, durant les 66 jours de voyage, un des marins de l'équipage ne supportait pas les pilgrims avec leurs prières à la con et leur mal de mer. Il jurait qu'il les ferait passer par-dessus bord s'ils se penchaient un petit peu trop pour vomir. Au final, il est tombé malade et ça a été le premier à se faire jeter à la mer. C'est ce qu'on appelle le karma boomerang dans ta gueule. Pendant la traversée, il y a aussi un bébé qui est né. Et ils l'ont appelé Oceanus, Oceanus Hopkins. Alors ils auraient pu l'appeler Poséidon ou Neptune ou Kevin Costner, j'en sais rien, mais ils ont choisi de l'appeler Océanus. Mais bon, c'est pas notre problème. Donc voici une magnifique carte pour illustrer leur fabuleux voyage. Ils partent d'Angleterre et ont prévu d'arriver là, en Virginie où il y avait déjà une colonie depuis une dizaine d'années. Sauf qu'au final, ils atterrissent ici, à Cape Cod, au Massachusetts. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé par là? Bon allez, vu le thème de la chaîne, vous devez bien avoir une petite idée. Ils changent de cap parce qu'ils avaient plus assez de bière. Ah bravo les puritains alcooliques. Alléluia, motherfucker. Bah, alcoolique tout de suite, non, c'est surtout qu'au XVIIe siècle, quand tu devais faire des grandes traversées comme ça de plusieurs mois, t'avais pas de frigo sous la main, alors tu prenais ce que t'avais de mieux. Comme l'eau avec l'hygiène dégueulasse qu'il y avait à l'époque, elle était souvent contaminée, bah tu prenais de la bière parce qu'au moins elle restait clean. Et ouais, parce qu'avec le processus de brassage qui va purifier tout ce qui est à l'intérieur et l'alcool qui va la préserver pendant le voyage, bah c'était le meilleur choix. Puis bon, ils allaient pas s'en plaindre non plus, oh, les loulous. Donc, le capitaine du Mayflower, alias Christopher Jones, a fait un rapide calcul. Si les pilgrims continuaient à boire de la bière, bah, il n'y en aurait plus assez pour l'équipage sur le trajet du retour. Et puis en plus, avec les tempêtes hivernales, c'était pas une très bonne idée. Donc ils naviguent et quand ils s'en rendent compte, ils font un angle droit d'urgence et arrivent à Cape Cod. Mais Cape Cod, c'était sympa, mais il n'y avait pas de source d'eau douce. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils descendent un petit peu plus au sud et arrivent à Plymouth. On a donc 102 joyeux pèlerins qui sont gentiment invités à débarquer, privés de bière et qui doivent s'installer dans la Pampa en plein hiver. Donc si on veut, c'était un mélange entre Koh-Lanta, Don't Starve, en hardcore et sans Moundir. Bonne chance les gars. Mais ils ont de la chance dans leur malheur car ils font la rencontre des Wampanoag, des natifs américains, enfin des indiens en slip avec des plumes quoi, qui leur apprennent à chasser, pêcher ou cultiver le maïs. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas en priant un vieux barbu qui vit dans les nuages que leurs assiettes allaient se remplir. En échange, les pilgrims leur offrent de bonnes grosses maladies européennes. Merci qui? Ah, j'aurais peut-être pas dû dire ça moi. Bon, évidemment, les débuts étaient très durs. Et à part le froid, l'une des pires choses qu'ils ont eu à endurer, ça a été de boire de l'eau à la place de la bière. Et c'est pas une blague, ils supportaient vraiment pas ça, ça a été retrouvé dans les notes de plusieurs d'entre eux. Et par solidarité chrétienne, le jour de Noël, le capitaine Jones les a laissés remonter à bord du Mayflower pour se protéger un peu du froid et surtout pour pouvoir boire un peu de bière. D'ailleurs, à part leurs abris, l'un des premiers bâtiments construits par les pilgrims a été une brasserie. C'est dire si ça leur manquait. Au final, au bout d'un an, entre le froid, la famine et les épidémies, il y a la moitié des pilgrims qui meurent et ils ne sont plus qu'une cinquantaine. Mais ils gardent quand même la foi envers et contre tout et ils font bien car entre les conseils des Indiens et Dieu qui a décidé de sortir son arrosoir, ils réussissent à faire une bonne récolte. Et ils en avaient sacrément besoin. Alors ils décident de fêter ça en organisant une grosse bouffe à base de dinde et de pigeons avec les Wampanoag qui les ont bien aidés et à qui ils doivent quand même une fière chandelle.
La grosse ambiance. Et l'air de rien, cette fête, eh ben, c'était le premier Thanksgiving. Vous savez, c'est cette fête aux États-Unis où tout le monde se gave et mange une énorme dinde. Ah, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire la transition, mais du coup, c'est quoi le rapport entre ça et Marilyn Monroe? Non, effectivement, tu aurais pu choisir un meilleur moment. Le rapport, en tout cas, c'est qu'elle fait partie des descendants directs des Pilgrims de Plymouth, des pères fondateurs. Et c'est pas la seule, il y en a aussi pas mal d'autres, comme par exemple Orson Welles ou encore Clint Eastwood. La classe. Bien, donc une fois de plus, la bière a joué un rôle très important dans l'histoire. Vous ne me croyez peut-être pas au début, mais si elle n'avait pas été là, eh bien le Mayflower n'aurait sûrement pas accosté ni à Cape Cod ni à Plymouth, et il n'y aurait sûrement pas eu ni Marilyn Monroe, ni Thanksgiving. D'ailleurs, si cette fête existe encore aujourd'hui, c'est en partie grâce à George Washington qui l'a relancée. Et lui-même, c'était un grand amateur de bière. Mais ça, on le verra dans un autre épisode. Allez, ciao!